Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau forum consacré aujourd'hui à l'islam marseillais. Hier, la Marseillaise a dévoilé un dossier confidentiel sur les prières dans la rue qui préconise la réduction des lieux de culte musulmans à Marseille. Ce document émane de la sous-direction de l'information générale des Bouches-du-Rhône, les ex-renseignements généraux. Une analyse quelque peu orientée qui a choqué la communauté musulmane. L'occasion pour nous aujourd'hui de faire le point sur la pratique de l'islam dans la ville et de ses différents lieux de prière. Alors pour en parler ce soir, Benoît Gilles, journaliste à la Marseillaise et auteur de l'article, Nassurdine Edari est l'UPS dans le premier secteur et président du Conseil représentatif des Français d'origine comorienne, et l'imam Haroun Derbal de la mosquée du marché aux puces. Bonsoir à tous les trois, monsieur. Merci d'être sur ce plateau. Pour commencer, ma première question, ce sera pour vous, Benoît Gilles. Concrètement, qu'est-ce qui ressort de ce rapport que vous avez eu entre les mains, ce rapport confidentiel donc? Alors c'est un peu compliqué de le dire parce que justement il est assez confus, ce rapport. Au départ, la commande, c'est une étude des lieux de prière en lien avec les prières de rue, ce qu'on appelle les prières de rue. La première partie du rapport date de mars, c'est-à-dire l'époque à peu près où Madame Le Pen déclenche le scandale médiatique en parlant d'occupation de l'espace public. Donc, visiblement, le ministère de l'Intérieur commande à ses services dans les Bouches-du-Rhône un état des lieux. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, il n'y a pas de problème à ça. De toute façon, même dans le rapport lui-même, il y a plein de choses qui relèvent d'un travail bien documenté. Le problème, c'est que ce rapport-là quitte très vite le sujet des prières de rue pour faire un tableau un peu impressionniste de l'islam à Marseille, impressionniste et surtout très orienté. On a l'impression d'une lecture hostile, finalement, de l'islam et pour le moins négative. Et très vite, on s'aperçoit que le ou les rédacteurs du rapport ont une thèse qui consiste à dire que l'islam à Marseille est très divisé et que la multiplication ou le grand nombre de lieux de prière, ce qui est encore assez relatif, serait le fait des divisions internes à la communauté. Ce serait une conséquence, donc ces divisions internes à l'islam marseillais entraîneraient donc les prières de rue? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros... il y aurait des mosquées pleines, des mosquées vides. Voilà, c'est ça. Bon, sauf que si on s'intéresse un peu en tant que journaliste à ce phénomène et qu'on va à la prière du vendredi, puisque c'est la grande prière qui réunit le plus de musulmans dans les mosquées, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Même dans les mosquées à réputation salafiste où les prêches seraient durs, on s'aperçoit que des gens de toutes origines se rendent à la prière et se retrouvent, parce qu'ils arrivent en retard le plus souvent, à la rue. D'accord. Alors on peut quand même lire dans ce rapport, c'est un des extraits qui paraît dans votre article. Si rares sont les individus radicalisés au point de soutenir les djihadistes, le fondamentalisme aurait progressé au point de gagner la majorité de la population musulmane à Marseille. Est-ce que c'est votre ressenti, Imam Haroun Derbal? Absolument pas. Non, moi j'aimerais tout d'abord revenir sur est-ce que c'est la division qui fait la multiplicité des lieux de culte? Absolument pas. C'est pas la division, c'est surtout le nombre. Le nombre en constante augmentation de la communauté musulmane. On est 200 000 musulmans sur Marseille et on dit 60... Un peu moins de pratiquants quand même. Il y a 200 000 à peu près musulmans, mais on dit 70 000 pratiquants. 70 000 pratiquants, 60 lieux de culte. Si on va faire les calculs, il n'y a pas, le compte n'y est pas. Donc c'est pas une affaire de division. Oui, la division elle y est. Moi, je ne dis pas c'est la division, c'est la diversité. Mais il faut se dire aussi, est-ce qu'on a des lieux de culte dignes de ce nom-là qui peuvent contenir ces gens-là? Quand on a un T3 qui sert de mosquée à Herbel, alors qu'à Herbel, on a des dizaines de milliers de musulmans qui vivent là-bas, est-ce que vraiment on peut parler de débordement? Bien sûr qu'on peut parler de débordement. Quand on a 2 voire 3 petites mosquées au centre-ville, et avec la concentration des musulmans dans le centre-ville, on ne peut pas parler de débordement, ça coule de source. Donc pour vous, elles ne sont pas adaptées, cette soixantaine de lieux de culte à Marseille n'est pas adaptée au nombre de musulmans? C'est pas adapté. C'est pas adapté parce que ce sont des appartements, ce sont des voilà, c'est tout. Est-ce qu'il ne manque pas du coup un cadre juridique ou il ne manque pas une organisation dans la communauté musulmane justement pour régler un petit peu ce genre de... Elle est censée exister. Enfin, en tout cas, l'État français a inventé une forme, je ne sais pas si c'est la bonne, mais il y a un Conseil français du culte musulman qui est censé être l'émanation des lieux de prière, puisque c'est par mètre carré que les représentants sont choisis. Les lieux de prière déterminent des grands électeurs qui ensuite votent. Est-ce que concrètement, ces petites salles de prière, demain on peut se proclamer association loi 1901 et monter une mosquée?
Oui, Tout à fait. c'est ça le problème aussi. Donc, quand on parle de multiplicité, les responsables politiques ou les responsables administratifs doivent jouer leur rôle. C'est pas, on ne peut pas donner une association à n'importe qui, un agrément à n'importe qui, pour qu'ensuite il va ouvrir une mosquée. Mais comme ça arrange d'un côté un certain nombre de gens, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quand on va à la Busserine, on va nous dire, vous voulez quelle mosquée, celle des Arabes ou celle des Comoriens? Point de vue religieux, c'est affreux, c'est affligeant, c'est inacceptable. Mais pour un certain nombre de gens, oui, c'est bien de dire qu'on divise la communauté. Donc le problème, c'est pas uniquement, il faut trouver un cadre. On l'a dit une fois ici sur le plateau, qu'il y a un problème vraiment historique. La présence musulmane, elle est récente. Et la pratique musulmane, j'allais dire, avec cette masse-là, avec ce nombre-là, elle est récente aussi. Et donc, c'est au pouvoir public à un moment donné de s'adapter, de dire, par exemple, que dans un certain nombre de lieux, il y a énormément de gens, ce lieu de culte, il n'est pas adapté, pourquoi ne pas trouver une autre solution, telle qu'au centre-ville, telle que dans les cités. Ça aussi, il faut que... Surdine, votre avis? Moi, ce qui m'a posé problème dans ce rapport, c'est l'analyse globale qui est cinglante quand même. Un état des lieux qui n'est pas... une présentation qui est grossière et une analyse qui n'est pas fidèle aux faits. Mais je pense qu'il faut voir les choses comme elles sont. Est-ce que dans le 2e et 3e arrondissement et quelques lieux à Marseille, il y a un discours fondamentaliste qui progresse? La réponse est oui. Maintenant, comment faut-il faire pour lutter contre ce discours-là? Moi, je pense que la République française et les valeurs républicaines... Vous affirmez qu'il y a une montée du fondamentalisme à Marseille? Moi, je n'irai pas le problème. Je pense qu'il y a un fondamentalisme qui progresse. Mais ce n'est qu'un épiphénomène. Ce n'est pas la grande majorité des musulmans. Ce sont des musulmans qui respectent les lois républicaines et qui s'intègrent parfaitement à la République. Comment définir le fondamentalisme, du coup? C'est une lecture, comment le mesurer? C'est une lecture anachronique qui délivre un message qui est en opposition avec nos valeurs et qui est en opposition avec le vivre ensemble. Moi, je pense, je l'ai constaté, peut-être ce n'est pas l'avis de Haroun, mais c'est mon avis à moi, que ce phénomène-là est en progression. Mais je pense aussi qu'il y a énormément de problèmes sur ces territoires-là. Prenez par exemple la mosquée de Gaillard qui a été visée. Oui, alors on va peut-être citer d'ailleurs ce qui est dit dans le rapport, si je retrouve, voilà, c'est bon. Cette mosquée ne se veut que comorienne, lieu d'un islam empreint de tribalisme. D'évidence, l'existence de cet endroit est un obstacle direct à la bonne insertion des Comoriens dans l'espace marseillais, sorte de marginalisation volontaire. Moi, ce qui me gêne dans cette phrase, c'est qu'elle fait de la communauté comorienne une communauté étrangère à Marseille, d'une. De deux, c'est qu'elle islamise la question sociale. Vous êtes quand même là, dans le quartier le plus pauvre de France. Le plus pauvre, pas de Marseille, mais le plus pauvre de France. La question n'est pas religieuse, la question est sociale. Et le problème de ce rapport, c'est qu'il rentre par l'islam pour aujourd'hui faire une interprétation et une lecture sociale. Ce n'est pas raisonnable, et ceux qui ont y été, comme Benoît, et qui ont vu, il y a de tout dans cette mosquée. Il y a des Français d'origine marocaine, d'origine algérienne, d'origine sénégalaise qui viennent prier. Mais après, il y a une chose qui est constatable. Dans un périmètre où il y a par exemple une forte présence de la communauté comorienne, c'est normal que cette mosquée, il y ait un nombre important de fidèles français d'origine comorienne qui prient. Moi, ce qui me choque, c'est cette lecture orientée et cette menace permanente que l'on fait peser comorienne. Sur la communauté comorienne, mais dans l'ensemble, sur l'islam. L'islam à Marseille, ce n'est pas une menace, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est problématique, et vous l'avez dit, Imam Haroun, c'est l'instrumentalisation et la politisation de l'islam à Marseille. Votre avis? Moi, je dis tout simplement que le fondamentalisme, c'est comme la laïcité. Chacun a sa définition.
Et la preuve, c'est peut-être ça le problème, justement. Oui, et le problème, il est là. Moi, je me souviens, il fut une époque, quand on parlait de la grande mosquée, la mosquée Islah était pointée et de doigts, elle a été cataloguée comme étant une mosquée intégriste. Quand on parlait de l'UOIF, ce sont des méchants gens auxquels on ne doit pas se frotter, il ne faut pas les fréquenter. Et aujourd'hui, on ne parle plus de l'UOIF. Et on a même entendu parler une fois que la mouvance ad-da'wa établir, qui j'allais dire la mouvance la plus pacifique, dans toutes les mouvances islamiques, on a dit une fois que c'était une mouvance intégriste. Et aujourd'hui, on parle de salafistes, et aujourd'hui même, on parle des Comoriens. Et justement, si on ne peut pas se mettre d'accord sur la définition, on va chaque jour changer d'endroit et dire cet endroit il est intégriste et l'autre pas. Et aujourd'hui, ça tombe sur la communauté comorienne. Benoît Gilles, comment a été faite cette enquête? Comment elle a été réalisée? C'est une enquête publique? Ils ont fait du porte-à-porte? Oui, c'est ce qu'on appelle une enquête en milieu ouvert. C'est pas l'agent secret avec son impair mastic qui... Donc il se présente en tant que... Voilà, il se présente très clairement... face à ses interlocuteurs en disant qui il est. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est, moi j'ai un doute sur la réalité de l'enquête en fait. J'ai l'impression que c'est au mieux un copier-coller d'impressions, de choses qui sont assez justes. On parlait tout à l'heure de Saint-Mauron, Label de Mai. Effectivement, là, on a des noms assez précis. Visiblement, ils connaissent bien le secteur. Mais quand on parle, par exemple, de cette montée, la moitié des musulmans de Marseille seraient fondamentalistes. Là, on est dans la statistique au doigt mouillé, dans une sorte de vue impressive. C'est ça qui me pose problème. C'est un sujet suffisamment sensible pour éviter les approximations et être au plus proche du terrain. La réalité de ce qu'ils décrivent à la fois dans les cités et dans l'islam du centre-ville, c'est pas ce qu'on a constaté. Quand ils disent que, par exemple, rue Mission de France, elle est réputée salafiste. Et donc, il n'y aurait que des gens qui suivraient cette obédience, cette ligne de l'islam. En fait, on y va, on s'aperçoit que non, il y a des gens qui passent, et parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont 5 minutes, un quart d'heure pour aller prier, ils y vont. Ils savent qu'il y a un lieu de prière, ils y vont. C'est pas au nom d'un message. Donc, la diversité, on la constate vraiment directement. À qui était adressé donc ce rapport? Est-ce qu'on peut imaginer que Claude Guéant l'a eu entre les mains? Alors, je ne pense pas que Claude Guéant a eu la totalité entre les mains. Je pense qu'un résumé a été fait par la hiérarchie. Et il est remonté ensuite à la ligne hiérarchique. Je pense que la sortie de Claude Guéant sur les Comoriens, il y a peu à Marseille, en parlant du lien entre les Comoriens et la délinquance, elle n'est pas non plus totalement étrangère à ce que dit ce rapport de la communauté comorienne. Et c'est peut-être aussi sur cette partie. Ce serait peut-être basé là-dessus? Non, alors pas totalement, parce qu'il y a d'autres sources. On sait que d'autres élus, des élus qui étaient dans le cortège à ce moment-là, ont eu des mots malheureux quand ils visitaient la Porte d'Aix. C'est peut-être là la source principale. Mais visiblement, ces services lui avaient préparé le terrain. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, les forces de police en général travaillent dans une direction précise. C'est lever des lièvres, lever des sujets, faire mousser des sujets pour que ça vienne empoisonner la prochaine élection présidentielle. Parce que les vrais sujets dont parlait Nassourdine, les questions sociales, la question de la politique de la ville, la question de l'absence de la République dans certaines zones de Marseille, ça c'est des vrais sujets. Les quartiers populaires, pour l'instant, on n'en parle pas. Par contre, on parle beaucoup de l'islam, on parle beaucoup des barbus, on parle beaucoup de ces choses obscures. Voilà. Bon, peut-être qu'il faudrait recentrer le débat sur les vraies questions qui touchent les gens. Alors, le rapport préconise quand même de fermer certaines salles parce qu'il y en aurait des vides. Est-ce que vous constatez qu'il y a des salles de prière vides à Marseille ou pas? Moi, je n'en constate pas, mais d'ailleurs, c'est l'une des clés de ce rapport et du non-sérieux de ce rapport, c'est qu'il dit qu'en même temps, les gens sont dans la rue, mais qu'il faudrait fermer des mosquées. Où est la cohérence? Il n'y a pas de cohérence là. Il y a un problème, c'est parce que je pense que la communauté musulmane n'a pas assez de lieux dignes et assez grands pour pratiquer dignement son culte. En gros, il dit moins de mosquées, mais mieux de mosquées. Il ne connaît pas le terrain. Ce monsieur ou ces messieurs qui ont rédigé ce rapport ont donné une présentation grossière des choses. On est tous d'accord ici pour dire qu'il faudrait de meilleures conditions pour prier quand même à Marseille, enfin pour le culte musulman. Tout à fait. Vous savez, donc la mieux demande, mosquée, ça va dans ce sens-là. La demande de la mosquée, de cette grande mosquée comme on l'appelle, alors pour faire
peut-être peur tout le monde, on dit une grande mosquée, mais c'est juste une mosquée à dimension de l'islam et des musulmans de Marseille, tout simplement. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller sur les chemins de la peur et qu'il faut être très calme, très tranquille avec ces sujets-là, dire que les musulmans ont besoin, comme toutes les communautés juives, chrétiennes, protestantes, de lieux pour pratiquer leur culte. Imam Haroun Dialwal, la grande mosquée, ce serait une solution, la solution? Tout d'abord, sur le taux de remplissage, il n'y a pas de critères pour dire si c'est une mosquée vide ou remplie. Certains vous diront que les mosquées, quand elles sont remplies pendant les 5 prières, c'est ça le vrai critère. D'autres, ils vous diront non, non, c'est le vendredi, et ainsi de suite. Donc, il y a des mosquées de quartier, il y a des mosquées de centre-ville, et on ne peut pas dire est-ce que vraiment c'est une indication sur le fait est-ce qu'on doit fermer ou ouvrir cette mosquée. Donc, ça, normalement, ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Deux, la grande mosquée. Moi, quand j'entends la grande mosquée, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe. Or, ça n'existe pas. Normalement, on doit dire une grande mosquée. Et moi, j'ai toujours dit que le plus grand pipeau de ces dernières années, c'est la grande mosquée à Marseille ou une grande mosquée à Marseille. D'ailleurs, c'est de 2500 mètres carrés. Et 22 millions d'euros et 50 ans de bail. Avec 22 millions d'euros, justement pour enlever ce problème-là et bien reconcentrer les mosquées, on peut faire au moins une dizaine de mosquées telles que la mosquée de Malaval, de la rue Malaval. Une dizaine de mosquées à Marseille telles que la rue de Malaval, ça sera extraordinaire architecturellement. C'est bien, ça heurte pas, comme on dit aujourd'hui, le côté architectural méditerranéen. Vous ne portez pas le projet de la grande mosquée Jamais je l'ai porté parce que ça ne peut pas régler le problème, ça ne réglera aucun problème. Et encore une fois, c'est pas de la culture, dans la culture musulmane, d'avoir une mosquée cathédrale. J'ai toujours donné l'exemple. D'accord. Non, juste un petit exemple. On parle de la Mecque comme étant. Le Maroc, c'est pas la référence. Quand on parle de la grande mosquée, l'exemple, c'est la Mecque. Une prière dans la Mecque, c'est 100 000 prières. Une journée, c'est 100 000. Divisé par 355 ou 365, ça fait 370 ans de prières. Et dans toute la Mecque, dans tous les quartiers de la Mecque, on a des mosquées pour les 5 prières. Donc, avoir une mosquée cathédrale telle qu'au Maroc, et peut-être comme on va faire en Algérie, c'est pas ça la solution. C'est avoir des mosquées et faciliter aux uns et aux autres la pratique de la religion. J'entends ce que dit l'imam Haroun, qu'il y a aujourd'hui un besoin d'avoir des mosquées pastorales, c'est-à-dire des mosquées de proximité, parce que ça facilite aux habitants qui habitent dans les quartiers leur pratique au quotidien. Vous savez, il y en a qui vont 5 fois, il y en a qui vont 2 fois, il y en a qui vont 3 fois. Mais Benoît évoquait une chose qui est très juste, c'est-à-dire que le mode de consommation des musulmans a changé. On est aujourd'hui dans un fast-food du religieux, c'est-à-dire il y a des jeunes gens qui viennent et qui prient à l'heure et qui s'en vont. C'est-à-dire que la mosquée ne joue plus le même rôle que cela a pu jouer dans les années 70 ou 80. Je comprends partiellement l'explication de l'imam Haroun qui dit la grande mosquée ne résolvera pas tous les problèmes. C'est vrai, c'est une réalité. Mais avoir une mosquée importante à Marseille pour dire symboliquement ou pour signifier la présence de l'islam et des musulmans à Marseille, pour moi, ce serait une très bonne chose. Pourquoi cela ne serait pas offert ou donné aux musulmans comme il y a une grande synagogue ou il y a aujourd'hui une grande cathédrale. Il faut voir que cette mosquée a un poids symbolique et a une raison d'être, mais elle jouera un rôle plus symbolique qu'un rôle effectif de pacification des choses. Il semble que le projet n'avance toujours pas, Benoît Gilles. On verra ce que dit le tribunal administratif, puisqu'il est consulté sur le permis de construire. Ouais, non, il y a le permis de construire est aujourd'hui contesté. Les places de parking, visiblement, ne sont pas suffisantes pour faire face aux grandes prières. Bon, alors les financements, on est dans le point d'interrogation. Quand on interroge les responsables de la Grande Mosquée, ils disent tous que les grands pays financeurs seront là le jour dit. Bon, voilà, pour l'instant, on est dans le discours. Il faut se souvenir, par contre, parce que la mosquée dont vous êtes le responsable, un temps, il y a une histoire dans la Grande Mosquée. Un temps, le CIM, la réunion des imams indépendantes, était en concurrence avec un projet, avec d'autres imams portés par la mairie ou plus proches de la mairie. Et au départ, finalement, le projet de mosquée avait été remis à plus tard parce que finalement,
la mairie n'était pas satisfaite de ce qui sortait des urnes à l'époque du premier CRCM. Et ensuite, la politique municipale avait été de développer les petites mosquées. Il y avait un grand programme des petits lieux de culte. Parce qu'il n'y avait plus de grandes mosquées, donc on allait faire les petits lieux de culte. Et là, aujourd'hui... Qu'on n'a pas vu. Ben voilà, on s'aperçoit aujourd'hui que ces petits lieux de culte, ils n'ont jamais été... C'était encore une fois de la communication. Le risque, c'est qu'on passe tout le temps du niveau réel au niveau symbolique. On est tout le temps entre le réel et le fantasme, entre la promesse et la réalité. Et avec l'islam, on est toujours dans ces enjeux-là. On a la clé, on a la brique, après on aura peut-être la porte, mais on n'aura jamais les murs. Voilà, pour l'instant, c'est une mosquée de mots. Alors comment ça dénote d'une seule chose, c'est de l'absence de la volonté politique pour avoir la grande mosquée. Sinon, on parlait des urnes, on parlait des gens qui ont porté un projet, qui sont venus vers la mairie pour leur dire, écoutez, on est là, si vous voulez faire la grande mosquée, vous pouvez compter sur nous. On a toujours réclamé le fait qu'il faut qu'il y ait des élections pour vraiment avoir des gens représentant la communauté musulmane, et on ne l'a jamais vu, ils ne l'ont jamais fait. Et même aujourd'hui, ce qu'on voit, le problème du parking, le problème, soi-disant, du financement du culte à travers l'État qui ne doit pas être fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a un bail de 50 ans et 24 000 euros de l'année de loyer. 24 000 euros fois 50 ans, qu'on l'achète et que ça sera à nous une fois pour toutes. Mais on ne le fait pas. Et les gens qui ont fait cela pensaient que la communauté musulmane ne va pas accepter de telles concessions. Donc ils ont dit, on va leur faire ça. Peut-être ils vont dire, non, on ne veut pas la grande mosquée. Mais ils continuent. Comment ça se fait que le service technique d'une mairie peut ignorer l'affaire des parkings? C'est impossible, ça. Ça, c'est impossible. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, on dit qu'il n'y a jamais eu de volonté politique. Et au-delà de ça, même il y a la volonté politique, même si on va le faire, est-ce que ça va régler le problème? Non. Et ensuite, il y a un autre problème derrière. Le dernier problème, si tu permets, oui, c'est qu'on parle de l'islam de France. Mais quand il s'agit de financer la grande mosquée, ou quand on parle de la grande mosquée, on parle d'Algérie. Non, il faut que le responsable soit algérien. Aujourd'hui, on dit que les 7 millions d'euros que l'Algérie doit injecter dans le projet ne peuvent pas arriver. Pourquoi? Parce qu'on a évincé M. Chir pour mettre M. Rouge. Et là, on n'accepte pas. Voilà, mais c'est ça aussi mais comment peut-on pose problème aujourd'hui dans la communauté musulmane, c'est une sorte de division. Mais comment la mairie, ça n'aide pas à l'organisation aussi. Mais comment la mairie, comment la République accepte de telles choses? On ne doit pas accepter cela, justement. On doit leur dire, écoutez, on parle de l'islam de France, de Marseille, ou à Marseille, il y a une communauté, c'est à la communauté de se débrouiller pour trouver des financements. Mais pas parler de l'Algérie. M. Godin l'a toujours dit, écoutez, s'il n'y aura pas un responsable algérien, il n'y aura pas de grande mosquée. Ça, il l'a dit, il le redit tout le temps. Et ça, on le... Je ne sais pas s'il l'a dit vraiment. Il faudrait retrouver exactement... Ouais. Non, mais moi, je suis un peu gêné par cet appel aux politiques. Je veux dire, on est dans un pays laïque et a priori, c'est pas aux politiques d'organiser la pratique religieuse, quelle que soit la religion. On est bien d'accord. Donc, on fait pas cet appel. Si une volonté, oui, mais vous dites qu'il y a une absence de volonté politique. Il n'y a pas à avoir de volonté politique a priori. De mettre à disposition de la communauté un terrain et ensuite on va se débrouiller. C'est surtout ça. Ça a été fait. Pour le coup, ça a été fait. Non, un bail de 50 ans, c'est pas. Il y a des gens qui l'ont juste dans la même délibération. Qui a donné le terrain à la communauté musulmane. Il y a juste derrière une école catholique. Elle travaille maintenant. Et à 300 € par an. Ils ont un loyer de 300 € par an. Et nous, non, c'est 50 ans, c'est 24 000 €, c'est beaucoup. C'est beaucoup, franchement. Si on va calculer, normalement, on doit l'acheter, on doit se l'acquérir et on n'aura pas de problème. Le permis de construire a été cassé une première fois sur cette question du loyer. Moi, pour en revenir à la mosquée, je pense que le maire de Marseille ne sera pas celui qui apportera la grande mosquée de Marseille. Il ne prendra pas ce risque, parce qu'on sait qu'on est dans une ville où malheureusement les scores du Front National sont élevés, où il faut maintenir un certain électorat. Et j'ai la conviction aujourd'hui que M. Jean-Claude Godin ne sera pas le maire qui amènera ce dossier à terme. Mais j'ai aussi, et je partage la conviction de l'imam Haroun, qu'il ne faut pas extérioriser la question musulmane. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas attendre des pays étrangers venir s'immiscer dans la chose musulmane. Ce n'est pas à l'Algérie, ce n'est pas aux Comores, ce n'est pas au Maroc de dicter l'islam de France. Et moi, je suis très clair à ce sujet-là.
Je dis que pour qu'il y ait un islam de France, il faut le donner aux Français. Et il faut que l'on arrête dans cette instrumentalisation qui est néfaste et aux musulmans et à l'ensemble de la société française, de donner les clés à des pays extérieurs en déresponsabilisant la communauté musulmane. Si les musulmans veulent leur mosquée, il va falloir se lever très tôt, il va falloir s'organiser, il va falloir dialoguer, discuter et soulever des fonds pour avoir une mosquée digne de ce nom. Mais ce n'est pas à l'Algérie, ni aux Comores, ni au Maroc de dire ce qu'un imam à Marseille doit dire, doit faire ou doit penser. Juste pour finir, Benoît Gilles, pour finir cette émission, est-ce que les fonctionnaires qui ont écrit ce rapport sont sortis de leurs fonctions, brièvement? Je ne sais pas. La fonction d'un policier de renseignement généraux, elle a toujours été un peu floue. Hein. Je ne sais pas si on pourrait le comparer à d'autres pays. C'est quelque chose de particulier. On a beau changer le nom, ça reste les renseignements généraux. Ça peut être peut-être très utile au pouvoir en place ou aux forces de police, sans doute. Je ne pense pas qu'ils soient sortis de leur fonction. Je pense que, compte tenu de qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, on a l'impression qu'ils ont produit un discours qui va dans son sens et qui a dû le satisfaire. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau. L'émission se termine. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. On se retrouve très vite sur LCN.